Enchantée, moi je suis Margot, je travaille, chez Malte dans l'équipe community et je suis chargée, de participer aussi à la coordination, des Malte Academies. Et aujourd'hui je suis avec, Jérémy qui est, directeur digital et qui va nous donner des conseils pour, accompagner les clients dans la transformation digitale de leur entreprise. Bonjour. En attendant que tout le monde se connecte, je vais faire une rapide introduction à propos des Malte Academies. Alors il faut savoir qu'elles ont été créées pendant le premier confinement pour permettre en fait à la communauté de Malte, de se former, enfin d'avoir un accès à la formation, par leurs pairs et pour rappel, Malte est une plateforme de mise en relation entre les freelances et les clients et nous avons la plus grande communauté d'Europe. Maintenant je vais laisser la parole à Jérémy. Eh ben, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on va parler de digitalisation et c'est un sujet bien vaste qui personnellement me passionne. Mais on va surtout parler de la façon dont vous pouvez réussir vos missions d'accompagnement de vos clients dans le cadre de ce qu'on appelle la transformation digitale. Alors c'est un mot un peu chapeau, on ne va pas tout couvrir aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, j'essaierai de focaliser un petit peu plus sur vos interrogations. Et je vais surtout vous partager un petit peu mon expérience, un petit peu ma méthode. Et puis clairement, ce qui fait que mes missions réussissent et que j'arrive à obtenir des résultats pertinents. Alors, je vais commencer par me présenter. Aujourd'hui, je suis directeur digital d'Exertis en France, en Liberia. Exertis, c'est une entreprise qui qui est un grossiste de produits informatiques, qui appartient au groupe DCC, donc un grand groupe dans lequel il y a beaucoup d'entreprises, dont en France Butagaz, qu'on connaît bien. Perrine, pour répondre à ta question, oui, il y aura un replay de cette émission dans quelques semaines qui sera diffusé par Malte. Et donc, j'ai été entrepreneur pendant plus d'une vingtaine d'années, toujours dans le digital. J'ai accompagné des entreprises dans leurs projets, mais aussi dans leur transformation. Je suis ensuite rentré chez AXA comme directeur de l'innovation et du digital. Et je suis passé par Thalys, par les Mousquetaires, pour une mission de 14 mois, justement orientée sur la transformation de beaucoup de projets, mais de la transformation de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, je suis chez Exertis comme directeur digital. Je collabore beaucoup avec des freelances. J'ai moi-même été freelance pendant longtemps au début de ma carrière et puis avant de rentrer chez Exertis en tant que manager de transition. Et puis donc, j'ai essayé de vous faire part de mes convictions et de mes petits trucs pour faire en sorte que ça marche bien et pour bien appréhender une nouvelle mission. Et puis si ça vous intéresse, peut-être comment trouver aussi ce genre de mission. Parce qu'il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de choses quand on parle de transformation digitale. Alors tout d'abord, pour moi, la transformation digitale, c'est une évolution qui a été très lente à travers les années. Ça a été très lent parce que pendant des décennies, et notamment moi au début de ma carrière, le digital, ça n'existait pas vraiment. À l'époque, on ne parlait que d'IT, pas encore vraiment de digital, et on parlait beaucoup d'IT comme de fonction support. Le digital, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à arriver, et la transformation aussi. Et j'en veux comme exemple ce qui drive en fait la transformation digitale. Je vous ai sorti quelques captures d'écran qui viennent de Google Trends. Google, pour moi, c'est un très bon indicateur des tendances. Généralement, tout ce qui arrive comme tendance sur le marché a déjà pu être identifié sur Google, et puis on voit la courbe de croissance des recherches. Là, ce que vous voyez, c'est la courbe des recherches sur l'iPhone et sur Amazon au niveau monde. Et ce qu'on peut voir, c'est que ça commence en 2004 pour Amazon. Et en 2007, le premier iPhone apparaissant en 2007, on a une courbe qui est croissante. Ce qui est intéressant de voir sur cette courbe-là, c'est que ça, évidemment, vous le savez, vous n'avez pas besoin de moi pour vous l'apprendre, mais Amazon a drivé énormément de nouveaux usages en termes de e-commerce. Ils ont innové sur beaucoup de choses, et notamment aux États-Unis avant d'arriver en Europe. Ça a transformé les usages des gens, de la même façon que l'iPhone a transformé nos usages d'abord à titre personnel, avant que ça devienne des usages dans le monde professionnel. Aujourd'hui, à titre professionnel, il y a beaucoup de cadres qui ont des téléphones. Quand vous arrivez dans une entreprise, on va vous donner un téléphone et évidemment, on va vous donner un smartphone.
quand vous êtes dans certaines activités, on va vous donner une tablette parce que c'est ce qui vous permet de vous déplacer. Nous, on a une équipe de commerciaux terrain, ils ont des tablettes avec des applications bien spécifiques qui vont leur permettre d'aller sur le terrain et d'aller à la rencontre de leurs clients. Tout ça, ça fait partie justement de la transformation qui est d'abord venue chez nous individus, avant de devenir un usage et une attente à titre professionnel. Le terme de transformation digitale, lui, on en entend parler bien après. En fait, on en entend parler grosso modo à partir de 2014 en France. Tout bêtement parce que jusque-là, les entreprises ne se posaient pas vraiment la question. Alors, je ne dis pas que les entreprises ne faisaient pas de digital ou d'IT. Bien évidemment, c'était déjà là bien avant 2014. Mais en fait, c'est vraiment à partir de 2014 où il y a eu une espèce de prise de conscience du changement qui devait s'opérer, et notamment du changement qui devait s'opérer pas seulement sur les outils, mais au-delà des outils. Quand on a parlé, par exemple, de l'ubérisation, qui est un terme qui était très à la mode il y a 3-4 ans, l'ubérisation, en fait, ça voulait parler d'outils, bien évidemment, parce que Uber est arrivé avec une application mobile, et au début avec qu'une application mobile, mais aussi pour une question de business model. Et donc, en fait, l'ubérisation, ça a été à la fois quelque chose de neuf en termes d'usage, mais aussi quelque chose de neuf en tant que business model. Et c'est très important parce que ça a fait une grosse... il y a eu une grosse impulsion dans les entreprises pour se remettre en question et pour essayer de changer un petit peu ce qu'elles faisaient jusque-là. Il y a beaucoup d'exemples, on en reparlera un petit peu après dans la présentation, mais il y a beaucoup d'exemples d'entreprises qui ont essayé d'insuffler un modèle un petit peu neuf en se basant sur justement les nouvelles technologies qui arrivaient, ce qui est quelque chose qui n'existait pas vraiment avant 2014. C'était rarement la technologie qui drivait le business, alors que là, on est dans un monde aujourd'hui où, évidemment, on peut prendre les exemples les plus connus, Netflix et ainsi de suite. D'ailleurs, peu de gens savent que Netflix était un loueur de DVD au début et pas du tout une entreprise digitale. Ils ont switché à un moment parce qu'ils ont senti la vague venir, et puis bon, il s'est passé beaucoup de choses. Mais cette transformation-là, et notamment, on va revenir sur la France, c'est vraiment à partir de 2014 que ça a fait un bond, et qu'il y a des entreprises, notamment de l'IT, des ESN, qui, elles, se sont spécialisées là-dedans, qui ont vraiment été sur le marché en disant, voilà, on va transformer vos habitudes, votre business model, et on va vous insuffler quelque chose de différent, justement pour rattraper les pure players qui arrivent sur le marché et qui, eux, sont déjà digitaux. Moi, j'aime bien prendre certains exemples qui vous parleront d'entreprises qui, elles, sont digitales et qui ont dû switcher d'un business de particulier à un business professionnel. Alors, évidemment, Facebook, aujourd'hui, c'est avant tout un business pour les particuliers. Le gros de leurs revenus, c'est pour la pub. Mais ils ont développé Workplace, que vous utilisez peut-être, qui est en fait l'équivalent de Facebook pour les entreprises. Et je trouve ça amusant de voir cette nouvelle création, ce décalage d'opportunités qui s'est fait vraiment en se basant sur nos habitudes à nous en tant que particuliers, et qui s'est totalement transposé dans le business et qui est en train de s'imposer. Aujourd'hui, Workplace, c'est un des réseaux sociaux d'entreprise les plus utilisés au monde, et il a largement rattrapé des concurrents qui étaient là 10 ans avant. Un autre exemple, c'est Skype et Teams. Alors, Skype a racheté Microsoft, pas du tout. Skype a été racheté par Microsoft il y a quelques années. Ils ont lancé Teams un petit peu dans la foulée, au moment où ils ont lancé Office 365. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ça devait être il y a 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Évidemment, pour ceux qui connaissent déjà, Teams a été, la première version en tout cas, a été une copie de Slack. Mais peu importe, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un usage particulier est devenu un usage d'entreprise. Alors, je ne parle même pas de la crise du Covid, qui évidemment a fait une explosion des usages de Teams et de ses concurrents. On entend beaucoup parler de Zoom, qui est passé de 2 millions à plus de 200 millions d'utilisateurs pendant l'équivalent du premier confinement en France et dans le monde. Mais donc, voilà comme quelques petits exemples d'usages qui sont vraiment drivés par nos usages personnels, pour au final arriver dans des usages d'entreprise, et qui nous semblent tout naturels parce qu'en fait, on les connaît déjà.
on connaît déjà ces usages-là à titre personnel. On a déjà un iPhone, on utilise déjà des smartphones, on utilisait déjà Skype, on utilise maintenant Teams. Même si en termes de features et de réunions, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est des usages qu'on a l'habitude d'avoir. Et puis, on a une attente naturelle de ça parce qu'on utilise ces outils-là à titre personnel. De la même façon que si vous regardez les sites e-commerce B2B aujourd'hui, ils s'inspirent énormément de sites B2C, à la fois dans leur façon d'être, mais également dans leur, pas seulement dans leur design et dans leurs features, mais vraiment, ça va jusqu'aux techniques marketing qui sont utilisées, qui vraiment reprennent les codes du B2C. Et puis, il faut bien avouer que ça fonctionne plutôt bien. Quelques exemples qu'on cite toujours, et moi je les cite surtout pour bien illustrer une de mes convictions, qui est qu'aujourd'hui, les entreprises qui ne se digitalisent pas sont vouées à disparaître. Toys R Us s'est fait totalement bouffer son marché par Amazon à un moment où, en fait, quelques années avant, ils ont eu l'opportunité de faire un deal avec Amazon et ils ont refusé en disant que non, en fait, les gens viendraient toujours en magasin pour acheter leurs jouets. Bon, aujourd'hui, on se rend bien compte que Amazon, au moment de la période de Noël, aux États-Unis l'année dernière, enfin pas l'année dernière, en 2019, avant le Covid, ça a été 35% des achats de jouets sur la période de Noël. La période de Noël, c'est octobre-décembre. On commence à peu près à octobre à considérer que c'est la période de Noël. Donc octobre-décembre, 35% des achats de jouets sur l'ensemble des États-Unis ont été faits sur Amazon. Kodak, c'est un exemple que j'aime beaucoup. Kodak, ils ont tout raté. Ils ont raté d'abord les appareils photo numériques. Il faut savoir que le premier modèle d'appareil photo numérique a été développé par un salarié de Kodak qui l'a présenté à sa direction et ça a été refusé en disant non, les gens voudront toujours de l'argentique. Et puis il s'est barré, puis il a monté une petite entreprise qu'il a ensuite revendue à différents. Il a déposé un brevet, il l'a ensuite revendu à différentes entreprises. Dont tous ceux qu'on connaît, Sony notamment à l'époque, qui était assez fort sur le marché des appareils photo numériques. Surcouf, ça a été un bon exemple aussi, alors franco-français pour le coup, et ça a été un exemple qui me plaît bien, parce que Surcouf appartenait à la FNAC, et la FNAC a décidé de se digitaliser très tôt. Ça fait partie des premières entreprises à s'être vraiment lancées dans le e-commerce, si je ne dis pas de bêtises, dès 2004 ou 2005, et Surcouf a été totalement laissé de côté. Ce qu'on a vu, c'est qu'à l'époque, Fnac a pris beaucoup de parts de marché et Surcouf a disparu. C'est le cycle un peu naturel des choses pour moi en ce moment. C'est que si vous n'êtes pas capable de vous digitaliser, vous êtes voué à disparaître. Alors, je veux bien en débattre, mais moi, c'est vraiment une de mes convictions assez fortes. Et puis, on voit aussi que l'actualité, j'en parlais il y a quelques minutes, drive énormément des nouveaux usages et des nouveaux besoins. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est les demandes sur Teams et Zoom, sur Google évidemment, et le terme télétravail. Alors, on voit que le terme télétravail il est assez régulier. Il a été étonnamment assez peu impacté, voire pas impacté par la situation du Covid. En revanche, si vous voulez voir quand le Covid a commencé, regardez la courbe de Zoom. C'est un pic hyper net. Teams un petit peu moins parce que Teams est un produit professionnel rattaché à Office 365. C'est ce qui fait que Zoom a tellement de succès. Et puis la blague qu'on voit souvent, c'est celle-ci. Qui a drivé la transformation digitale de votre entreprise, votre CEO, votre DSI ou le Covid. Généralement, bien avouer que c'est le Covid qui a donné un très sérieux coup d'accélérateur à beaucoup d'entreprises, et notamment, personnellement, pour l'avoir vécu, c'est surtout une question de mindset. Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, aller parler de nouvelles méthodes de travail, par exemple, à des managers qui n'étaient pas de l'IT ou qui n'étaient pas digitaux, c'était pas forcément très bien reçu. En revanche, ils ont dû passer en mars dernier d'un coup au télétravail, et donc prendre ces nouveaux usages et ces nouveaux outils quasiment du jour au lendemain. Moi, pour vous donner vous partager un peu mon expérience, pendant le premier confinement, j'étais entre 2 jobs, et donc j'ai pris des missions en freelance, et ma mission, c'était uniquement d'accompagner des managers ou des entrepreneurs dans leur transition, et notamment dans leur transition évidemment au télétravail, parce qu'on a des boîtes qui faisaient 0 télétravail et qui ont dû passer à 100% de télétravail du jour au lendemain, et des managers qui étaient perdus, que ce soit à cause des outils
ou que ce soit à cause des techniques managériales, parce qu'évidemment, quand vous ne voyez plus du tout vos équipes, les manager, c'est très différent de le faire à distance ou de le faire en vrai, comme ils avaient l'habitude de le faire, j'allais dire anciennement. Je ne vais pas vous partager énormément de chiffres, juste quelques-uns surtout qui illustrent bien le fait que les entreprises qui goûtent à la transformation digitale, généralement, elles mettent une main dedans et puis au final, elles y mettent tout le bras parce qu'elles sont plutôt convaincues par l'impact que ça va avoir. On voit que 77% des entreprises reconnaissent que le numérique participe à leur croissance. Et ça, c'est un élément très important parce qu'en fait, c'est concrètement un vrai effet pour eux. Et on va en reparler après, mais c'est très important pour eux, de la même façon que les 42% qui enregistrent une rentabilité, une meilleure rentabilité. C'est important en fait que la transformation digitale aille au-delà de cet ensemble d'informatique. J'ai envie de dire que ça touche vraiment le business. Qu'est-ce qui va les intéresser? Sandrine, mes sources, je l'ai mis en bas, c'est une étude Ipsos qui date de 2019, de fin 2019. Et puis maintenant, j'ai envie de dire, c'est encore mieux. Alors, je ne les ai pas retrouvés, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas remis dans le document, mais c'est des chiffres qui ne font que s'améliorer. C'est-à-dire que les entreprises qui commencent à se digitaliser, et puis l'année qu'on vient de vivre avec le Covid en a tellement poussé certains, qu'en fait, il y a un vrai engouement pour ça, pour une raison assez bête. C'est aussi que, moi je le sais, que le digital va driver du business, mais des gens qui ne le sont pas, qui ne sont pas digitaux, qui ne l'ont jamais testé, ils ont forcément des doutes, ils ont forcément de l'appréhension, et puis notre rôle, le mien en tant que dirigeant ou en tant que freelance, ça va forcément être de les accompagner et de les convaincre de ça. Il y a une vraie partie d'évangélisation qui est très importante. 41% qui connaissent une amélioration de leur clientèle, 38% qui constatent une augmentation de leur chiffre d'affaires. Tout ça, ça va dans la bonne direction. Ça va dans la direction de ce que nous, quand on prend une mission, on a besoin de montrer et de démontrer, j'ai envie de dire, parce qu'il est évident que des entreprises ont forcément du mal à transformer leur business model ou leur façon de travailler. Je vais vous faire un petit quiz en 4 questions très rapides. Vous allez voir, je suis sûr que vous allez trouver toutes les bonnes réponses. Qui a besoin de digitalisation entre Amazon et Walmart? Évidemment, ça va être Walmart. Qui a besoin de digitalisation entre Trendline et SNCF? Alors, pour info, Trendline, c'est une société que j'aime bien, qui en fait ne vend rien, si ce n'est des produits qui appartiennent à la SNCF. Donc, c'est totalement un produit qui aurait pu être développé par la SNCF. Et évidemment, c'est la SNCF. La SNCF, d'ailleurs, investit énormément dans sa digitalisation. Si vous voulez qu'on en parle, on pourra en parler un petit peu. Entre Airbnb et Accor Hotel, évidemment Accor Hotel. Accor Hotel, d'ailleurs, qui est assez connu dans le milieu du digital pour avoir plutôt bien réalisé sa transformation digitale et fait énormément d'efforts très tôt pour aller vers ça. Alors parfois avec des choses qui sont un peu gadgets, ou considérées en tout cas comme un peu gadgets, et parfois avec des vrais usages, et des vrais usages un peu différents. Et puis enfin, entre N26 et Société Générale. Alors j'aime bien prendre les exemples des banques, parce que y a beaucoup de banques dites digitales qui appartiennent en fait à des grands groupes. Alors l'exemple français, c'est Boursorama qui appartient à Société Générale. Mais de la même façon, Hello Bank appartient à BNP. Et pourtant, ces grands groupes, si vous regardez l'application mobile de la Société Générale ou l'application mobile de BNP, ils ont fait d'énormes progrès ces dernières années. Mais malgré tout, ils ont encore cette image un peu vieillissante. Alors, quand on parle de digitalisation, on ne va pas parler que de ce que vous voyez. On va beaucoup parler de ce que l'utilisateur ne voit pas. Et ça pose la question de pourquoi le faire. Pourquoi faire cette digitalisation et pourquoi aller investir sur cette digitalisation. Et en fait, c'est là que nos clients vont commencer à se poser la question de pourquoi ils doivent y aller. Il y a une multitude de raisons, je ne vais pas toutes vous les lister, mais au-delà du gain de chiffre d'affaires, du gain de productivité, il y a une tendance absolument nécessaire à aller vers des nouveaux usages. Dans les 4 exemples que je viens de vous donner,
En fait, vous avez sûrement remarqué que les exemples sont plutôt faussés parce qu'on a 4 entreprises qui sont, entre guillemets, des entreprises classiques, qui existent depuis avant l'ère de l'informatique ou du numérique, et 4 entreprises qui sont nées dans le digital. Et celles qui sont nées dedans n'ont forcément pas besoin de se digitaliser parce qu'une entreprise comme Trendline ou comme N26, en fait, ils ont tout de suite pris ce biais de se dire on est avant tout digitaux et donc on est avant tout basé sur nos outils digitaux. Mais c'est vrai aussi sur leurs process, sur leurs outils internes. Le service client, par exemple, d'une entreprise comme N26, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce n'est pas tellement le sujet, mais c'est un service client qui est totalement dématérialisé, qui passe essentiellement par email. À ma connaissance, ils n'ont pas de gens qui répondent au téléphone. Enfin, moi, je suis client N26, je ne sais même pas s'ils ont un numéro de téléphone. Je suis toujours passé par l'application pour aller les contacter. Et en fait, ces entreprises ne se posent pas la question parce qu'elles ont été montées en se basant sur les capacités du digital, tout bêtement parce que ça leur offre des capacités plus modernes et plus intéressantes en termes de scalabilité, en termes de renouveau, en termes d'agilité. Je ne vais pas vous parler de l'agile, mais on pourrait en parler pendant longtemps, que des entreprises classiques. Et le fait d'être plus petites aussi, puisque c'est des jeunes entreprises évidemment plus petites, elles ont forcément cette agilité qui leur permet de réagir plus vite, à la fois par rapport à leurs clients, à leurs besoins et au marché. Ces entreprises font beaucoup d'apprentissage et cet apprentissage, elles le mettent en œuvre très rapidement. Si vous regardez des entreprises comme Deezer ou Spotify, par exemple, ils sont connus pour avoir inventé, entre guillemets, le SAFe. Alors pour ceux qui connaissent l'agile, c'est une méthode de développement. Le SAFe, c'est la couche au-dessus qui permet d'aligner plusieurs équipes qui travaillent en agile. Et en fait, ils ont quasiment développé leur propre framework pour aller plus vite. Aller plus vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement faire du développement plus rapidement et en mode plus agile, mais aussi coordonner plus d'équipes, les mettre en prod, mettre des nouvelles features en prod plus rapidement. Et ces entreprises qui sont digitales, en fait, elles ont ce besoin d'aller plus vite sur le marché. Et c'est ce qui va généralement leur donner un coup d'avance par rapport aux entreprises un peu classiques. Dans le e-commerce, une entreprise qui est aussi connue pour ça, c'est Zalando. Zalando, il est connu, entre guillemets, que leur équipe de développement, ils peuvent facilement tester des nouvelles features et les mettre en prod directement. Ce que normalement, on ne fait pas. Normalement, il y a tout un process de validation, de test, de revalidation avant la mise en prod. Et encore, la mise en prod, elle se fait en 2 temps. Chez Zalando, c'est beaucoup plus rapide que ça. Il y a une espèce de flux direct entre le développeur et la mise en prod. Alors, évidemment, dans un cadre qui est très contrôlé, mais ça leur permet d'aller très vite sur le marché et de tester sans arrêt de nouvelles choses. J'avais lu quelque part qu'ils testaient plus de 1000 nouvelles features par an, là où un site classique va en tester quelques dizaines grand maximum. Ça ne leur permet pas forcément de se dire on garde tout, ça leur permet justement de faire du test and learn. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Il faut aussi que pourquoi faire la digitalisation soit aligné avec les collaborateurs et les attentes des collaborateurs. Il y en a 3 qui, généralement, ressortent de la plupart des études. Alors, il y a beaucoup d'études sur les attentes des collaborateurs. Moi, je vais vous en sortir 3 qui sont ceux qu'on retrouve quasiment tout le temps. Le premier, c'est l'amélioration du produit. Améliorer votre processus, améliorer votre digitalisation au sens très large du terme. La finalité, c'est quand même pour améliorer le produit. La deuxième, c'est automatiser les process. On fait tous dans nos entreprises des choses manuelles qui sont rébarbatives, qui sont sans plus-valeur, sans plus-value, pardon, sans valeur ajoutée, c'est ça que je voulais dire, sans valeur ajoutée. Et donc, c'est le truc chiant par excellence qu'on a envie d'automatiser. Et parfois, ça passe par des choses toutes bêtes. Moi, ça m'est arrivé d'aider une secrétaire à développer une macro sur Excel et ça lui faisait gagner 3 heures de temps par jour parce qu'elle avait, au lieu de trier ses 60 000 lignes qu'elle recevait tous les matins, ça le faisait automatiquement. Ce genre de petites choses, entre guillemets, c'est pas vraiment ce que je rentre dans la digitalisation. Pour moi, c'est plus de l'automatisation. Mais tout ce process-là fait partie de l'amélioration. Et si vous le faites à grande échelle, ça fait forcément partie de ce qui va améliorer la productivité et améliorer le process. Et je ne vous parle même pas de la satisfaction des collaborateurs qui, au lieu de se taper 3 heures de trucs très chiants à faire à la main sur Excel tous les matins, vont le faire automatiquement et vont donc pouvoir se consacrer à une tâche plus intéressante. La dernière, c'est de simplifier la communication. C'est quelque chose qu'on voit évidemment très souvent.
qui pour moi est un élément moteur de la transformation digitale, parce que les outils ont besoin d'être évangélisés, d'être expliqués, d'être partagés. Si vous mettez des nouveaux outils en place, mais que ça n'aide pas les collaborateurs, si vous ne leur expliquez pas, si vous n'arrivez pas à convaincre que la digitalisation est quelque chose d'utile à votre entreprise, ben en fait, ne le faites pas, parce que vous partez déjà perdant. Et ça, c'est quand même dommage de vous foirer une mission avant même qu'elle commence. Alors, en général, votre mission, elle va se passer comment? Généralement, ça commence par le cadrage. Ça va être fait par le client de son côté. Il va essayer, je dis bien essayer, de cadrer la mission avant de vous la confier, de vous donner les bases de ce qu'il va vous demander. Et quand vous allez rencontrer un nouveau client, vous faites un entretien, généralement, il va vous exprimer un peu sa liste au Père Noël, un peu floue, mais avec son niveau de maturité et son niveau d'attente. Et moi, ce que je trouve toujours positif, c'est que si vous en êtes déjà là, à avoir un entretien avec quelqu'un qui veut vous recruter pour une mission, bah, c'est au moins qu'ils ont compris qu'ils en avaient besoin, et c'est déjà pas si mal. Ensuite, vous allez faire les entretiens, les briefs, les attentes, les livrables, les outils. Il faut essayer de cadrer au maximum ça, parce que généralement, ou en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu, que ce soit dans des petites entreprises ou dans des grandes entreprises, en fait l'attente elle est un peu floue. Quand on va parler de digitalisation, soit ils vont avoir un besoin ultra précis et ça va être très réducteur, soit ils vont avoir un besoin très large parce qu'ils ont beaucoup d'attentes, une liste au Père Noël très grande, et là, c'est un peu le bordel. Ils vont attendre un peu tout de vous, et il n'y a pas vraiment de façon de les satisfaire parce qu'ils attendent tellement de choses qu'en fait, ça ne peut pas vraiment être atteint. Donc, c'est un peu compliqué. Si vous voulez, on peut revenir dessus aussi. Je passe rapidement sur tous mes slides. Je vais essayer de laisser un bon quart d'heure, 20 minutes pour qu'on puisse, vous puissiez me poser vos questions et puis surtout que je puisse réagir et partager des choses qui vous intéressent, peut-être par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Après les entretiens, il y a le début de la mission. Le début de la mission, pour moi, ça commence plutôt comme ça. C'est vous arrivez sur la mission et là, il y a tout le monde qui arrive et qui va vous sauter dessus en vous demandant tout un tas de trucs. Alors, moi, ce que j'aime pas, mais qui disparaît, c'est quand vous arrivez pour une mission de digitalisation dans une entreprise qui n'est pas très digitale, vous êtes un peu le geek de service. Moi, ça m'est arrivé avec un niveau partenaire dans une grande entreprise qu'on décrive mon équipe en disant eux, c'est les geeks de service. Ce qui est quelque chose qui m'énerve prodigieusement parce qu'en fait, c'est d'abord des gens très compétents, parfois qui ont quelques années, voire dizaines d'années d'expérience, qui sont là pour mener une mission. Et c'est très réducteur de parler d'eux parce que c'est des gens qui maîtrisent l'outil informatique comme des geeks, ce qui pour moi n'est déjà pas la bonne définition. Mais peu importe. Et donc, quand vous arrivez sur ce genre de mission, généralement, il y a plein d'attentes qui vont vous arriver de tous les côtés. On va vous scruter un peu de tous les côtés et parfois à peu près à vous bouffer parce que vous êtes parfois attendu comme celui qui va répondre à la liste au Père Noël, mais vous êtes aussi attendu comme celui qui va chambouler leurs habitudes. Et si je peux me permettre, c'est là qu'il faut marcher un peu sur des œufs. Il faut faire attention dans ce début de mission, pour moi, à 3 choses qui sont très importantes. La première, c'est les people. Quand on parle de mission de transformation, on parle avant tout de changer l'habitude des gens. Alors que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, que ce soit dans une petite entreprise ou une grande entreprise, on parle avant tout de changer l'habitude des gens. Et c'est un point essentiel à prendre en considération dès le début parce que vous avez besoin de les embarquer, vous avez besoin de comprendre les attentes des gens et d'envisager la façon dont vous allez répondre vraiment aux gens, à la partie humaine de votre mission. La deuxième, c'est le scope. Ça rejoint un peu ce que je disais pendant le cadrage de la mission ou pendant l'entretien. Il faut que vous ayez un scope défini, ou si ce n'est pas le cas et si c'est un peu flou, il faut que vous le définissiez. Il faut que vous traciez la feuille de route. C'est important d'avoir un scope défini sur votre mission parce que si vous ne l'avez pas, vous ne saurez pas où atterrir. Et donc, c'est important de définir cet élément-là. Le troisième, c'est d'avoir des quick wins. Alors, ça, c'est un truc bête et c'est un truc de consultant. Mais si vous arrivez sur une mission longue, ça peut être 6 mois, mais ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, il faut absolument que vous vous crédibilisiez dès le départ. Et si vous voulez être crédible, il faut montrer des résultats très rapidement. Les résultats, ça ne se trouve pas sur des grands sujets, sur des grands achievements, comme on dit
Ça se trouve plutôt sur des petites choses. Si vous voulez vous crédibiliser dans votre mission, il faut commencer par avoir un impact tout de suite. C'est bête à dire, mais c'est ça qui va vous donner de la crédibilité. C'est ça qui va aussi vous permettre de rentrer dans les équipes, d'aller discuter avec eux et de leur part, je parle de gens qui ne sont justement pas très digitaux, de voir que vous pouvez leur rendre service. J'en reviens au premier point, la partie people. C'est important que les people soient conscients que votre mission va améliorer leur quotidien. Ça, pour moi, c'est un élément qui a toujours été central dans à peu près tout. Dans à peu près toutes mes missions, pardon. Un petit slide que j'aime bien, généralement qui illustre la vie des entrepreneurs, mais c'est assez vrai pour notre vie de freelance aussi. Comment on imagine le succès et puis à quoi il ressemble vraiment. Attendez-vous à avoir des emmerdes sur le chemin, attendez-vous à avoir des gens qui ne veulent pas se digitaliser, au sens large du terme, des gens qui ne veulent pas changer leur habitude de travail, ou leur méthode, ou leurs outils, peu importe. Sur le chemin, vous en croiserez forcément, et j'en reviens encore à la partie people, les convaincre, ça fait partie intégrante de votre mission. En tout cas, moi, c'est ce que je pense profondément. Un petit conseil aussi, c'est de poser les limites de votre discours. Quand je parlais du scope tout à l'heure, c'est important de savoir de quoi vous voulez parler. Parce que c'est très lié à la maturité des gens et à la maturité de l'entreprise et aux attentes à la liste de Père Noël qu'on vous a fait sur le cadrage de votre mission. Il y a des sujets qui sont, j'ai envie de dire, un peu classiques quand on parle de transformation. La bureautique, avec aujourd'hui l'arrivée, que ce soit de Google Workplace ou que ce soit de Workspace, pardon, ou que ce soit de Microsoft Office 365, ils ont des possibilités incroyables maintenant. On peut faire de la BI dedans, on peut faire beaucoup de choses. Il y a des outils d'automatisation. Enfin, il y a énormément d'outils qui sont désormais intégrés sur ces suites bureautiques et qui peuvent permettre beaucoup de choses. On peut aller vers le cloud. De plus en plus, ça ouvre des possibilités. On peut changer les process. On peut parler de formation. On parlait beaucoup de people tout à l'heure. La formation, pour moi, c'est un élément extrêmement important d'une mission de transformation réussie. On peut parler de data management. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la data et qui a eu tendance à me crédibiliser en montrant les capacités data, ce que la data pouvait apporter aux gens. Et puis après, il y a des sujets qui peuvent aller beaucoup plus loin. On peut parler de blockchain, d'intelligence artificielle, de machine learning, de réalité augmentée, de réalité virtuelle et évidemment de business model. Toutes ces choses-là qui, pour moi, sortent un peu de ce cadre de la digitalisation simple. Et c'est pour ça que je les catégorise de deux façons différentes. Pour moi, il y a d'un côté la digitalisation et de l'autre côté la disruption. C'est deux choses qui peuvent ou pas faire partie d'une mission de digitalisation ou de transformation digitale, mais il faut que vous soyez conscient du moment où vous allez en parler dans l'entreprise. Si vous rentrez dans une entreprise qui est assez peu mature en termes de digital et que vous leur parlez tout de suite d'intelligence artificielle et de machine learning, la marche elle est trop haute pour eux et ils ne vont pas vous écouter. Vous allez être trop loin de leur réalité du quotidien. Et donc, il faut commencer par des sujets qui sont plus terre à terre. Je reviens au quick win de départ dont on parlait tout à l'heure. Parlez-leur de l'amélioration des outils bureautiques, de l'amélioration de leur process, de l'automatisation, des sujets qu'ils maîtrisent déjà, mais que vous allez pouvoir améliorer. La première étape, ça va être ça. Ça va être pas de tout changer. Moi, un mec comme moi, qui est un mec de projet, qui a été entrepreneur, j'adore arriver quelque part et tout changer. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez que ça fonctionne bien, il faut commencer par y aller étape par étape, par une première étape, par une première marche, où vous allez vous crédibiliser, et ensuite, petit à petit, vous allez amener des nouveaux sujets, et petit à petit, vous allez pouvoir amener des sujets qui sont disruptifs. Et il faut voir ça comme une mission de long terme. Et j'insiste aussi sur une chose, d'abord parce que moi, ça m'est arrivé, et puis parce que ça arrivé à beaucoup de freelance autour de moi. Parfois, on vient vous voir pour des missions courtes, mais la transformation digitale, c'est devenu un sujet permanent dans l'entreprise. Donc, si vous prenez une mission courte, admettons 3-6 mois, que vous arrivez à votre terme, mais que vous avez ouvert un champ des possibles très important, il y a de fortes chances pour que votre mission elle se transforme sur un CDI ou elle se transforme sur une mission de 3 ans, parce que vous avez passé 6 mois à modifier des choses, à leur apporter des choses qui sont concrètes, et derrière, vous leur avez ouvert un champ des possibles, et comme vous vous êtes crédibilisé, eh ben, ils vont attendre de vous que vous en fassiez encore plus. C'est un élément important parce que moi, en tant que freelance, quand je l'étais, c'était un sujet permanent. Je prenais une mission de 6 mois. Pendant les 3 derniers mois, j'étais déjà en train de réfléchir à ma mission d'après. Et puis un jour, j'ai compris qu'en fait,
ma mission d'après, ça pouvait être la même que l'actuelle. Je pouvais prolonger et je pouvais ouvrir le champ des possibles et ouvrir un peu les discussions avec mon employeur. Et c'est souvent comme ça que ça donne des nouvelles opportunités. J'espère que je suis clair sur tout ça et que vous me suivez. N'hésitez pas à poser vos questions ou à m'interrompre s'il y a des choses intéressantes. Je vous partage un truc évidemment qui ne vient pas de moi, qui vient de Gartner, qui est assez connu, qui est le Hype Cycle of Emerging Technologies. En gros, tous les ans, Gartner va publier ce Hype Cycle. L'idée, c'est de dire à quel moment en est une technologie précise. Donc là, on va parler de technologie plutôt disruptive, on va plutôt être dans la case de droite par rapport à un slide précédent. Et l'idée, c'est de se dire où est-ce qu'on en est dans cette technologie? Est-ce que c'est une technologie émergente? Est-ce que vous allez déjà pouvoir la pousser? Est-ce qu'elle a déjà des usages? Et ainsi de suite. C'est intéressant pour moi de regarder ça. Alors, je le regarde une fois par an, évidemment. Je ne le regarde pas plus. Parce que ça me permet d'avoir une idée assez claire de ce qui est disruptif ou de potentiellement ce qui va le devenir et de ce qui est peut-être trop jeune aujourd'hui pour que j'en parle à mon entreprise, mais sur lequel moi, je vais commencer à m'intéresser, à regarder en me disant l'année prochaine, là, par contre, ça va devenir un sujet qui sera pertinent pour mon entreprise. C'est intéressant de... Alors, je ne vais pas vous apprendre à faire de la veille, hein, c'est à chacun de le faire si ça fait partie de ce qui vous intéresse. Mais pour moi, la technologie, ça a toujours été le lien avec l'humain. Et donc, je fais beaucoup de veille pour essayer d'anticiper ce que je vais pouvoir proposer comme changement. Et ça me permet d'avoir une revue du champ des possibles le plus clair possible. Et puis aussi, moi, parmi mes convictions, il y a le fait que moi, je dois sortir de ma zone de confort, mais aussi que je dois sortir le plus tôt possible mes interlocuteurs de leur zone de confort. C'est vraiment extrêmement important pour moi. Je considère que ma mission, elle est réussie si j'ai réussi à les sortir de leurs petites habitudes et de ce qu'ils avaient l'habitude de faire, que ce soit en termes de méthode de travail ou en termes d'outils. Pour moi, c'est extrêmement important de leur faire comprendre que la magie, elle arrive en dehors de leur zone de confort et je vais les accompagner un petit peu là-dedans. Je vous réillustre ce que je disais tout à l'heure. C'est en faisant des petits pas qu'on arrive à avancer. C'est beaucoup plus facile en essayant de faire des pas de géant. Plus vous avez de barreaux, plus c'est facile de monter. C'est exactement le même principe en digitalisation. Je vous partage cette étape. Alors certaines que j'ai un peu spoilées dans ces 20 dernières minutes, mais cette étape qui pour moi sont essentielles dans une mission de digitalisation réussie. La première, c'est d'évangéliser auprès des équipes. Alors, quand vous allez arriver dans vos missions ou tout au long de vos missions, et d'ailleurs c'est important de garder à l'esprit que c'est tout au long d'une mission, même longue, c'est important, vous vous adressez généralement à des gens qui ne sont pas digitaux ou qui le sont moins que vous. C'est un peu le principe, en fait, d'essayer d'accompagner les gens. Et encore une fois, au sens très large du terme, de les accompagner dans la compréhension des outils, dans la prise en main des outils, mais pas seulement, de les accompagner aussi dans leur champ des possibles. Pour moi, ça a toujours été intéressant d'essayer d'intéresser les gens au sujet du digital et qu'au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, ils viennent me voir en me disant, en fait, moi j'ai une idée, tu pourrais peut-être m'aider. Ça, pour moi, c'est une petite victoire quand c'est vraiment les gens qui viennent me faire leurs demandes et que c'est plus à moi d'aller pousser pour essayer de les convaincre de digitaliser leurs services. Et c'est vrai dans absolument tous les services. Moi, je travaille avec la logistique dans des entrepôts, avec des gens qui travaillent en bureau, avec des commerciaux de terrain. La digitalisation, je vais arriver à le dire, pour moi, elle est absolument partout aujourd'hui. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et donc, si vous arrivez à évangéliser, c'est une question de culture qu'on met en place auprès des collaborateurs. Et le succès dépend, en tout cas à mon sens, très souvent de ça. Le deuxième, c'est d'impliquer le top management. Alors, je ne suis pas spécialement un fan du top-down, mais il faut avouer que ça a un intérêt d'impliquer le top management, c'est que vous ne transformerez pas l'entreprise sans budget, sans accord de votre hiérarchie sur des transformations profondes. Et donc, il y a un moment où il faut que le top management soit impliqué. Vous ne pouvez pas, à mon sens,
partir dans une mission de transformation management où ne vous parlez que aux collaborateurs et pas aux managers, parce qu'à un moment, vous allez forcément être limité. À un moment, si vous voulez faire des changements et faire de la transformation, vous allez devoir le faire sur les méthodes de travail, sur les outils, sur des choses qui coûtent de l'argent, qui sont impliquantes sur 1 an, 2 ans, 10 ans. Et donc, il faut que votre top management soit partie prenante de cette transformation digitale. Il y a un terme que j'aime bien, qui est souvent utilisé, c'est le terme de sponsor. Moi, j'ai tendance, quand je fais des missions de transformation digitale, à multiplier le nombre de projets, même si c'est des petits projets, et sur chacun des projets, faire en sorte d'avoir un sponsor, c'est-à-dire d'avoir un top manager qui est impliqué, qui est responsable de ce projet et qui est celui qui va m'appuyer pour aller mener ce projet. J'en ai pas forcément besoin, mais ça me permet de crédibiliser mon projet, souvent dans des entreprises qui ne sont pas habituées à justement se digitaliser, et donc ça va aider à aller plus vite et à impliquer tout le monde, notamment impliquer les managers entre eux. Quand il y en a un qui est impliqué, ça fait l'effet boule de neige, c'est un peu l'effet discussion à la machine à café. Quand vous avez votre copain qui vous parle de quelque chose, vous l'écoutez plus que si c'est quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas. Donc, cet effet-là est intéressant. Johan, est-ce que mes slides seront dispo? Je ne suis pas sûr que mes slides aient un énorme intérêt en tant que tel, mais je pourrais vous les envoyer. Tout à fait. Hop là. Le troisième point, c'est de partager une vision. Alors, ça peut paraître très con, et c'est un truc un peu de start-upper à la Elon Musk, de dire on a une vision, et ainsi de suite. Je reviens un peu juste les pieds sur terre. Pour moi, le fait de partager une vision, c'est partager, entre guillemets, le point d'arrivée. Et l'intérêt de ça, c'est que tout le monde doit être aligné sur la vision et donc sur le point d'arrivée. Pour moi, ce qui est important, c'est que quand vous avez des collaborateurs qui travaillent avec vous, dans votre équipe ou dans d'autres équipes, en fait, que toutes les décisions soient prises pour aller dans une même direction. Et ça, il n'y a rien de mieux pour que tout le monde aille dans la même direction que d'avoir une vision partagée. On sait dès le départ quel est le point d'arrivée, quelle est la direction dans laquelle on doit aller, et que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, les décisions qui doivent être prises sur les projets, elles doivent aller dans cette direction-là. C'est essentiel pour moi de partager une vision, et généralement, d'ailleurs, ce n'est pas généralement, je l'ai fait dans 100% des missions que j'ai menées. Au bout d'un mois, généralement, je faisais un rapport d'étonnement et je partageais avec mes équipes, avec mon top management, quelle était la vision, qu'est-ce que je portais, quelles étaient mes convictions, qu'est-ce que je voulais transformer. Bref, j'alignais tout le monde. Parfois, tout le monde n'était pas d'accord, mais c'est extrêmement important. En tout cas, selon moi. La troisième chose, c'est la culture du test and learn. Il y en a qui appellent ça la culture de l'échec. Moi, j'aime bien le terme de test and learn parce que c'est quelque chose de permanent. L'échec, c'est quelque chose qui arrive une fois de temps en temps, et heureusement. Et puis moi, je n'aime pas favoriser l'échec. En revanche, ce que j'aime bien favoriser, c'est le test and learn. Vous testez des choses, vous apprenez, vous testez, vous recommencez, vous testez, vous améliorez. Cette culture du test and learn, elle est hyper importante. Et pour moi, qui ai toujours monté mes entreprises, ça a toujours été quelque chose d'évident. Et en arrivant dans des grandes entreprises, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout évident pour les gens. Tout bêtement parce que y a le poids de la hiérarchie, il y a le fait de ne pas vouloir se faire mal voir, il y a le risque de se faire mal voir. Il y a tout un tas de choses qui font que dans les grandes entreprises françaises notamment, c'est pas tout à fait comme ça à l'étranger. Moi qui ai un peu bossé aux États-Unis, c'était un peu différent, en Angleterre aussi. Mais bon, peu importe. On a peur de se faire mal voir, on a peur de l'échec. Et pour moi, c'est pas un échec. L'échec, c'est une marche de plus vers le succès. C'est un peu bête comme image, mais moi, je tiens beaucoup à ça, à convaincre les gens qu'il faut essayer pour pouvoir s'améliorer. Je suis persuadé que c'est en échouant de temps en temps qu'on apprend et qu'on s'améliore. Impliquer tous les services. Alors, ça rejoint un peu le impliquer le top management, mais je les mets volontairement dans cet ordre-là. Impliquer tous les services, tout bêtement, parce qu'il ne faut pas te laisser pour compte, et puis il faut aligner un peu tout le monde. C'est important au-delà de la vision que vous avez partagée, que tout le monde se sente concerné et que tout le monde sente que le digital peut leur apporter quelque chose. Alors peut-être que dans votre mission, vous n'allez pas leur apporter quelque chose tout de suite, là maintenant, parce que ça sort du cadre de votre mission, mais peut-être aussi que si vous les impliquez dans les changements que vous faites et dans la vision que vous partagez et dans cette culture du test and learn, peut-être qu'à un moment, c'est eux qui vont devenir demandeurs et ça va vous faire, vous,
améliorer votre mission ou déboucher sur d'autres missions, ou ainsi de suite. C'est important pour moi de mettre en place cette culture, entre guillemets, du digital dans les entreprises, parce que justement, contrairement à il y a quelques décennies, le digital n'est plus quelque chose qui ne concerne que le digital ou que l'IT, c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde dans l'entreprise. La communication interne, alors je parle vraiment de communication, c'est vraiment différent pour moi du point précédent sur impliquer les services. Moi, j'ai toujours pris l'habitude de communiquer sur nos réussites, un peu plus que sur nos échecs, évidemment, mais vraiment de communiquer sur la digitalisation en elle-même. J'ai souvent mis en place des espèces de petites newsletters, un truc très simple, qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui permet de partager avec l'ensemble des collaborateurs, dont ceux que je ne connais pas forcément, dans des grosses boîtes. AXA, c'était 160 000 collaborateurs. Évidemment, je ne contactais pas tout le monde. Je contactais ceux qui étaient dans les services, qui étaient concernés par ce que je faisais, ce qui représentait déjà 4-5 000 personnes, que pour la plupart, je ne connaissais pas. Mais c'était important pour moi de partager sur les objectifs, et puis les avancées, et puis à la fin, le résultat final. Et puis, ça montre que le process avance et que c'est possible. Ça participe à la crédibilisation avec les quick wins dont on parlait tout à l'heure, mais ça participe aussi aux différents wins qui ne sont plus des quick wins, mais tout au long de la mission, qui permettent de crédibiliser la mission et puis de crédibiliser ce que vous faites en soi. Le dernier point, pour moi, c'est de mettre en place de l'innovation, je vais arriver à le dire, collaborative. Alors, pourquoi innovation et pourquoi collaborative? L'innovation, parce que pour moi, ça a toujours été très important, quand on parle de transformation digitale, d'essayer de prendre un coup d'avance. Et c'est toujours ce que j'ai essayé de vendre, entre guillemets, c'est parfois de commencer à rattraper les choses qui étaient un peu classiques, la bureautique, les process, ainsi de suite. Et puis une fois qu'on a un peu travaillé sur tout ça, d'arriver à convaincre et de dire on va aller le coup d'après et on va essayer de prendre un coup d'avance. On ne va pas être disruptif et réinventer la nouvelle Tesla, mais on va essayer de prendre un coup d'avance sur la concurrence et un coup d'avance sur nos habitudes. Et ça passe par de l'innovation. Et ça peut passer par tout un tas de méthodes différentes. Ça peut passer par du design thinking, ça peut passer par juste de la collaboration sur les outils, ça peut passer par beaucoup de choses. Et le collaboratif, évidemment, parce que si ça vient uniquement de vous, il y a un moment où vous devenez un peu un goulot d'étranglement. Alors que si c'est collaboratif, potentiellement, on peut ouvrir un peu les chakras de tout le monde. Et puis ça peut ouvrir de nouvelles possibilités dans l'entreprise. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ce qui va permettre en fait d'asseoir votre mission et la réussite de votre mission et le fait que quand vous avez réussi à passer le digital, vous êtes passé à l'étape d'après. Vous avez transformé l'entreprise et quand on parle de transformation digitale, en tout cas moi c'est ma conviction, on parle plus de change management que de digital. Le digital c'est un outil formidable et on peut faire beaucoup de choses avec, mais c'est avant tout pour moi un outil de change management. Je suis à peu près au bout de ce que je voulais vous dire. Je vais regarder si vous m'avez envoyé des questions. Alors, un exemple du rôle du sponsor à présent. Alors, un exemple du rôle du sponsor, c'est une bonne question. Le rôle du sponsor, c'est assez variable et ça dépend beaucoup de l'entreprise et de sa maturité. Mais le sponsor, évidemment, c'est d'être présent à un événement de lancement, mais ce n'est pas tellement un événement en soi. C'est surtout de vous accompagner. Quand vous arrivez dans une nouvelle entreprise, spécialement quand vous êtes freelance, vous n'avez pas forcément la crédibilité de quelqu'un qui est là depuis 10 ans, de quelqu'un qui est là depuis 20 ans. Et parfois, vous allez rencontrer des réticences, notamment de la part de collaborateurs qui n'ont pas envie de changer, qui n'ont pas envie de changer leurs outils. Moi, je me suis retrouvé dans des entreprises où il fallait négocier 2 mois avant de mettre à jour la version d'Excel parce qu'ils avaient leurs petites habitudes et que c'était compliqué pour eux de changer. Ce n'est pas forcément une question de mauvaise volonté, mais c'est plutôt une question d'habitude en fait. Ouais. Je cherchais un mot, mais en fait le mot qui me vient, c'est l'habitude. Donc le rôle du sponsor, ça va être de vous accompagner, de vous crédibiliser un petit peu, de vous faire gagner du temps. Et puis parfois, quand vous êtes freelance aussi et qu'on est dans de grandes entreprises, vous ne connaissez pas tout le monde, vous ne connaissez pas les interlocuteurs clés, vous ne savez pas que dans tel autre service, dans tel autre bâtiment ou même dans telle autre ville, c'est à telle personne qu'il faut parler. Le rôle du sponsor, c'est d'être un peu votre gain de temps, votre passe-droit, j'ai envie de dire, dans l'entreprise, parce que lui, il a généralement un rôle de top manager dans l'entreprise
et donc il va pouvoir vous aider à vous crédibiliser dans ce rôle-là et dans votre mission. Pour moi, le rôle du sponsor, c'est vraiment ça. Quels sont les exemples de quick win? Alors, les exemples de quick win, je pourrais vous en donner à boire et à manger. C'est un peu tout et n'importe quoi. En fait, tant que ça répond à ces deux mots, quick et win. Faut que ça soit rapide et il faut que ce soit un succès. En fait, l'objectif d'un quick win, c'est de montrer dans une période de temps très courte que vous avez apporté quelque chose de positif dans le cadre de votre mission. On sait qu'à un moment donné, si votre mission de 6 mois elle se passe bien, vous allez délivrer des choses. Par contre, ce n'est pas la même chose si vous les délivrez au bout de 4 mois ou si vous commencez à délivrer au bout du premier mois. Et pour moi, c'est important. Ça touche un peu à la partie people. Quand vous rentrez dans une mission, de commencer à rencontrer les gens, de commencer à comprendre leurs besoins, de commencer à connaître leurs problématiques. Et puis très vite, en parlant avec eux, que ce soit en réunion ou à la machine à café, ils vont vous dire, ah bah moi, ce truc-là, ça m'emmerde, ce truc-là, ça prend du temps, tel outil, il ne marche pas. Et très vite, vous allez probablement identifier des choses où vous pouvez les aider. Et pour moi, c'est important d'avoir ce genre de petites victoires et, entre guillemets, de le faire savoir, parce que c'est ce qui va vous crédibiliser dans votre mission. Si au bout de 2 semaines, vous êtes déjà intervenu dans 3 services, et je ne dis pas que vous avez changé les outils, parce qu'évidemment, ça prend du temps, ça prend de l'argent, et ainsi de suite, mais vous les avez déjà aidés, peut-être simplement par rapport à un conseil, à une façon de faire, ainsi de suite, et bien déjà, vous êtes crédible dans votre rôle, et dans leur esprit, quand vous allez revenir les voir avec des changements qui sont plus importants, ils vont vous écouter, parce que vous aurez déjà démontré que vous êtes efficace et que vous savez de quoi vous parlez. La crédibilité, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel quand on est freelance, qu'on arrive de l'extérieur et qu'on arrive un peu balancé au milieu des dinosaures, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec des gens qui sont, même s'ils sont bienveillants, ils sont forcément un peu réticents au fait que vous arriviez dans une posture où vous connaissez mieux qu'eux et vous allez changer leurs habitudes. Donc c'est légitime, entre guillemets, de leur part, et moi je fais très attention à ça. Est-ce qu'une entreprise comme N26 propose les mêmes services qu'une banque classique, Crédit Conso, Crédit Immo, Épargne? Alors oui et non. Évidemment, N26 est une banque, donc il propose des services bancaires classiques. Après, évidemment, il ne propose pas des services aussi complets que Société Générale, que BNP, et ainsi de suite. Mais justement, c'est intéressant de voir qu'ils ont réussi à prendre des parts de marché. N26, je crois qu'ils sont pas loin des 2 millions de clients. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas sûr de ça, mais ils ont en tout cas dépassé le cap du 1,5 million de clients, avec un scope beaucoup plus réduit que les banques classiques, parce qu'ils offrent un service qui est, en tout cas dans la perception des gens, d'une meilleure qualité. Et donc, c'est important pour eux, à la fois d'asseoir leur valeur ajoutée, mais aussi de se dire qu'il n'y a pas besoin de tout mettre sur la table dès le début. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur l'agile ou sur le lean. Je vous invite à lire un livre qui s'appelle Lean Startup d'Eric Ries, qui est devenu la référence pour la plupart des startups, qui en fait va vous expliquer que c'est mieux de développer un produit en plusieurs étapes et de livrer une première étape, même si elle est incomplète, et une deuxième étape qui va compléter la première étape, et ainsi de suite, mais de faire en sorte que chaque étape soit utilisable. Parce que c'est ce qui fait que vous allez mettre un produit sur le marché, que vos premiers clients vont s'intéresser à vous, et que, tout bêtement, c'est ce qui va commencer à vous donner du feedback sur vos outils et à vous permettre de récupérer, la connaissance sur vos clients et sur la façon dont vous allez pouvoir améliorer vos propres outils. La plupart des startups marchent comme ça, que ce soit N26 dont on parlait là, que ce soit Airbnb, que ce soit des petites startups ou des grosses startups. Le Lean, c'est la méthode, entre guillemets, adoptée par, à ma connaissance, 99% des startups, parce que ça permet ce qu'on appelle un time to market, donc une arrivée sur le marché très rapide, et cette culture du test and learn très rapide, très tôt dans le process. C'est quelque chose de permanent, mais c'est aussi quelque chose qui arrive très tôt dans le processus. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, je pense que j'ai balayé les questions qui étaient dans le chat. A priori, j'ai rien oublié. Et si vous n'avez plus de questions, on aura à peu près respecté le timing, ce qui est un exploit de ma part. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette intervention. Et merci à tous d'avoir suivi cette Malte Academies.
Si vous souhaitez voir d'autres Malte Academy sur des sujets variés, vous pouvez vous rendre sur les sites internet maltacademy.com. Et si vous voulez faire comme Jérémy et devenir speaker, vous pouvez remplir le formulaire Become a Speaker sur le site. Et voilà, on pourrait étudier ensemble. C'est un bon sujet pour faire une Malte Academy. Merci à tous et merci encore Jérémy. Merci à toi. Merci à tous. Au Au revoir. revoir.